Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons traiter de la question de l'heure dans l'actualité internationale, soit de la crise entre Israël et la Palestine. Comme on sait tous, depuis maintenant quelques semaines, les événements s'enchaînent de manière absolument tragique et pour certains, le conflit pourrait bientôt escalader vers de nouvelles dimensions pour enflammer la région tout entière. Certes, il est absolument indéniable que les choses pourraient rapidement dégénérer. Or, pour bien comprendre les implications géopolitiques et les risques d'escalade, il est impératif de prendre un peu d'altitude et de regarder les choses froidement. Je sais que certains d'entre vous attendaient un documentaire d'1 heure sur la question avec un long préambule historique, mais c'est pas ce qu'on va faire ensemble. Parce que d'abord, il existe amplement de bons documentaires sur la question, mais surtout, il faudrait des mois pour produire un document de la sorte. Et je vous avoue qu'en ce moment, je préfère me concentrer sur les aspects purement stratégiques et géopolitiques, car c'est plus consensuel et que la discussion sera beaucoup plus productive. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une série d'observations et d'analyses sur les implications politico-stratégiques de la crise actuelle au Moyen-Orient. Il sera question des impacts tant pour Israël que pour la Palestine, mais aussi pour la dynamique régionale ainsi que pour l'ordre mondial lui-même. Ensuite, on va étudier les scénarios d'escalade exposés, les motivations des différents acteurs, ainsi que leur posture dans le conflit présent. On pourra ainsi constater que même s'il existe bel et bien un risque d'escalade, ce risque est largement surestimé par de nombreux observateurs. Je sais que c'est bien difficile à croire dans le contexte actuel, donc c'est notamment de quoi on va discuter aujourd'hui. D'abord, chers amis, avant de commencer, j'aimerais remercier chacun de nos membres exclusifs ainsi que notre partenaire pour cette vidéo, Emma Matelas. Depuis notre dernier partenariat, il y a quelques mois, je suis devenu un véritable amateur des matelas Emma, non seulement pour moi, mais aussi pour mon entourage. Quand mon petit frère a commencé ses études, il trouvait son lit beaucoup trop dur et ça nuisait à son sommeil. Je lui ai offert le matelas hybride et sincèrement, il l'adore. Quand mon père ou mon grand frère me visite, j'ai un Emma spécifiquement pour eux. Il me dit chaque fois à quel point ils ont bien dormi. Vous l'aurez compris, Emma Matelas propose des lits, des couettes, des matelas, tout le nécessaire pour un sommeil de qualité. Pour ma part, j'ai choisi le matelas original qui est le plus vendu en France 2 années de suite et je pensais pas que changer mon matelas allait à ce point améliorer mon sommeil. Les matelas Emma possèdent une mousse à mémoire de forme, offrent un soutien et un confort primé. Vous pouvez les essayer sans nuit et les retourner sans frais si jamais vous n'êtes pas convaincu. Bien dormir est primordial pour passer de bonnes journées et si vous voulez améliorer votre sommeil facilement, vous pouvez aussi tester les accessoires Emma Matelas. Le surmatelas pour améliorer votre matelas actuel, une couette bien chaude pour cet hiver, un oreiller confortable. Tout ça offrant le plaisir de passer une bonne nuit de sommeil à moindre frais. La livraison est rapide et gratuite et chers amis canadiens, Emma Matelas est également disponible chez nous. Emma permet à tous de dormir en paix avec 10 ans de garantie. Les retours gratuits et leurs soldes du Black Friday sont disponibles jusqu'au 4 décembre. C'est le moment d'investir intelligemment dans son sommeil. Profitez du Black Friday cumulable avec 10% de réduction supplémentaire offert à la communauté de 7 jours sur Terre par Emma Matelas grâce au code TERRE, T-E-R-R-E. Avec 10 ans de garantie, 100 nuits pour le tester, retour gratuit, petit prix pendant le Black Friday, allez jeter un coup d'œil sur le site avec le lien en description et n'oubliez pas le code TERRE pour 10% sur tout le site cumulable avec le Black Friday. C'est bien un constat qu'on peut faire de manière relativement consensuelle après les attaques du 7 octobre. C'est que l'événement en tant que tel constitue un échec embarrassant pour les services de renseignement israéliens. En 1973, l'armée israélienne a été surprise par la guerre du Yom Kippour et ça a été un épisode hautement traumatique pour la société israélienne. Pour s'assurer qu'une telle humiliation ne soit plus jamais possible, Israël a mis sur pied un vaste réseau d'espionnage, de surveillance et de renseignement reconnu comme l'un des plus sophistiqués à travers le monde. En fait, les renseignements israéliens ont acquis une réputation presque mythique qui a fait d'eux une référence en matière d'espionnage. On croyait qu'ils entendaient tout, qu'ils voyaient tout, surtout depuis quelques années, alors qu'Israël a investi massivement dans l'usage des technologies avancées, émergeant comme un acteur incontournable en intelligence artificielle et en écoute électronique. Force est d'avouer que cet air d'invincibilité qui frôlait parfois l'arrogance est sévèrement remis en doute, car visiblement des milliers de membres du Hamas ont su planifier une attaque surprise hautement coordonnée, ce dans le secret le plus total. En utilisant des méthodes rudimentaires et en évitant la technologie, ils ont été en mesure de complètement nullifier la surveillance israélienne sur la bande de Gaza. C'est carrément stupéfiant.
Une chose est sûre, les implications politiques seront majeures tant pour Israël que pour Netanyahou lui-même. En fait, on peut déjà imaginer deux scénarios pour Netanyahou. Soit le public israélien se rallie à lui massivement, comme on l'a vu aux États-Unis après le 11 septembre, ou en Ukraine après l'invasion russe. Ou soit, à l'inverse, il est pointé du doigt comme un des responsables et sa carrière politique est essentiellement terminée. En ce moment, tout indique qu'on assiste au deuxième scénario. Pire encore, pour Netanyahou, les développements des prochaines semaines pourraient mener à l'effondrement d'un des piliers de son héritage politique, soit la normalisation des relations avec les adversaires historiques de l'État d'Israël. On aura l'occasion d'y revenir plus tard. En ce moment, on apprend que les Américains signalent en privé à Netanyahou de préparer sa succession, car Washington croit que ses jours sont comptés à la tête d'Israël. Certains pourraient même célébrer la mort politique de Netanyahou, mais la réalité, c'est que dans la politique israélienne très à droite, Netanyahou est une figure relativement modérée, et ce, particulièrement dans le contexte actuel, alors que certains appellent carrément à l'usage de la bombe nucléaire. Celui ou celle qui remplacera Netanyahou sera issu d'une coalition encore plus à droite et régie par un public en quête de vengeance. Il faudrait pas être naïf et croire qu'une option plus modérée va émerger du contexte politique actuel. Au contraire, on risque de voir un durcissement, pour ne pas dire une radicalisation du discours et de la posture envers le Hamas, le Hezbollah et tous ceux qui sont vus en Israël comme des ennemis. Et voilà donc ce qui nous amène à la réponse israélienne. Dès le départ, le gouvernement israélien établit comme objectif militaire la destruction du Hamas, tant son infrastructure, son commandement, que sa capacité à combattre. De toute manière, cette posture semble plus une réaction à la pression du public israélien qu'une stratégie militaire sérieuse, et ce, pour une multitude de raisons. D'abord, le Hamas est le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Il semble assez clair que tant qu'on n'a pas une solution diplomatique durable, le cycle de violence va continuer. Après tout, on pourrait dire que le Hamas lui-même est un instrument de l'Iran et d'autres acteurs régionaux, donc il serait un peu optimiste de penser que la destruction du Hamas pourrait constituer à elle seule une solution durable. Les gens parlent d'une possible occupation de Gaza, ce qui soulève aussi des questions fondamentales. Par exemple, qui va diriger? Impossible que ce soit Israël pour des raisons évidentes, et puisque le Hamas serait théoriquement disqualifié, alors il ne reste pas beaucoup d'options. Pour certains, l'autorité palestinienne pourrait reprendre le contrôle de Gaza après en avoir été expulsée par le Hamas en 2007. C'est certainement l'option privilégiée par les États-Unis et leurs alliés. D'un côté, il est vrai que l'autorité palestinienne a presque tous les attributs d'un gouvernement avec des forces de sécurité, un service civil et une structure administrative. En plus, confier Gaza à l'autorité palestinienne permettrait de réunifier les deux territoires palestiniens sous une seule entité administrative, ce qui en soi pourrait être considéré comme un progrès significatif vers une solution à deux États. Or, faut dire qu'il y a des questions sérieuses et tout à fait légitimes quant à la probité de l'autorité palestinienne et sa capacité à reconstruire et à diriger Gaza au lendemain de la guerre. La corruption est un problème endémique dans l'organisation et les Palestiniens eux-mêmes sont nombreux à disputer sa légitimité. Lui donner les clés de Gaza peut sembler une idée logique, mais c'est un raccourci politique qui pourrait dramatiquement empirer la situation à long terme. La meilleure porte de sortie serait évidemment d'organiser des élections libres et de confier le destin de Gaza aux habitants de Gaza. Or, le problème, c'est qu'un analogue du Hamas gagnerait probablement de telles élections, surtout dans le contexte actuel. Donc, ni Israël, ni les alliés occidentaux n'accepteront un tel scénario. C'est ce qu'on appelle la démocratie avec un astérisque. Officiellement, les États-Unis disent étudier une variété de permutations possibles pour le futur de Gaza. Or, soyons sérieux. Il y a très peu de chances que les pays de la région acceptent un mandat international organisé de près ou de loin par les États-Unis. Par son appui sans équivoque à Israël, Washington s'est auto-disqualifié comme force crédible de médiation. En fait, dans un débat aussi tranché, il faut reconnaître que les médiateurs potentiels sont très rares, puisque la plupart des acteurs ont compromis leur neutralité à un point ou à un autre dans l'histoire de ce conflit. Ce n'est pas une critique, seulement une observation. Quand le joueur le plus qualifié à négocier un cessez-le-feu, c'est la Turquie d'Erdogan qui peut tout juste être dans la même pièce que Netanyahou et qui finance et appuie ouvertement le Hamas, disons que ça laisse pas beaucoup d'espace pour la diplomatie. Parlant de diplomatie, il va sans dire que dans le contexte actuel, le temps joue largement contre Israël. Certains évoquent une horloge diplomatique et c'est tout à fait juste.
Plus les jours passent, plus la pression internationale est forte contre Israël. Au départ, plusieurs évoquaient le droit à l'autodéfense, mais plus la réponse est démesurée, plus il devient intellectuellement embarrassant de plaider cet argument. Et en conséquence, on assiste déjà à une modération de l'appui occidental envers Israël. Jusqu'ici, c'est largement cosmétique, mais ça pourrait se transformer en véritable appel à un cessez-le-feu. Je sais, laissez-moi être naïf. La réalité, c'est que les pays occidentaux sont tout aussi hypocrites que les pays arabes sur la question israélo-palestinienne. Ça peut choquer certains, mais laissez-moi expliquer cette affirmation. D'un côté, vous avez un paquet de pays occidentaux qui sont très rapides à appuyer Israël de manière officielle et symbolique, mais qui ne sont tout simplement pas prêts à payer le prix politique de cet appui quand les choses dégénèrent et qu'on regarde dans leur direction. Dès qu'ils sentent la soupe chaude, soudainement, ils pleurent les enfants palestiniens et appellent au calme comme des surveillants de récréation. C'est un théâtre aussi cyclique que pathétique. Or, d'un autre côté, vous avez aussi tout un paquet de pays arabes ou musulmans qui se disent des alliés indéfectibles et éternels de la cause palestinienne, mais qui sont en fait prêts à balancer les Palestiniens en dessous de l'autobus à la première occasion en échange du moindre gain économique, politique ou diplomatique pour eux-mêmes. En fait, la situation actuelle est un exemple parfait pour illustrer cette dynamique. Depuis que les Américains ont diminué leur présence au Moyen-Orient, ils ont tenté de réorganiser la région, notamment à travers ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Essentiellement, la logique derrière ces accords était la suivante. Puisque Washington voulait sortir de la région, il fallait trouver une manière de garantir la sécurité d'Israël par des moyens diplomatiques plutôt que militaires. Ainsi, l'administration de Donald Trump a proposé un deal aux pays de la région qui étaient traditionnellement opposés à Israël. En échange d'un énorme pot de vin, ils accepteraient de renoncer à la guerre et normaliser les relations avec Israël. Ça peut sembler caricatural, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Le Maroc, par exemple, a reçu la reconnaissance américaine sur le Sahara occidental, un cadeau gigantesque pour lequel le Maroc a plaidé pendant des années. Au Soudan, les Américains ont accepté de retirer le pays de la liste des États appuyant le terrorisme, ouvrant la porte à l'investissement international, bien sûr, mais surtout, ils ont consenti à un prêt pour régler les dettes du pays avec la Banque mondiale et ont promis pas moins d'1 milliard de dollars par année en financement. Aux Émirats arabes unis, on a donné de l'argent et des armes pour se défendre face aux ennemis régionaux et équilibrer le rapport de force, sensiblement la même chose au Bahreïn d'ailleurs. Tous ces États ont accepté de normaliser les relations avec Israël malgré l'absence d'une solution à deux États ou de la moindre concession sérieuse pour les Palestiniens. Ce qu'ils cherchent à défendre, ce sont leurs propres intérêts, d'abord et avant tout. Les gouvernements de la région sont plus préoccupés par les gains géopolitiques que par une potentielle résolution durable du conflit. C'est vrai pour l'Égypte, pour le Soudan, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Liban, le Hezbollah, le Maroc, la Jordanie. C'est même vrai pour l'Arabie saoudite et l'Iran. Il faut aussi ajouter que beaucoup de ces pays détestent le Hamas avec passion et qu'ils le considèrent comme une nuisance. Le gouvernement égyptien, par exemple, est préoccupé par le spectre d'un retour des frères musulmans, une organisation cousine du Hamas. En Arabie saoudite, le prince héritier Mohammed Ben Salman est paralysé par la peur d'être renversé, particulièrement depuis l'échec spectaculaire de sa stratégie vis-à-vis Israël. Car rappelons-nous qu'avant la crise actuelle, l'Arabie saoudite était au beau milieu d'une négociation pas si secrète pour normaliser à son tour les relations avec Israël en échange de cadeaux énormes de la part des États-Unis. On demandait notamment des armes avancées comme des F-35, mais aussi un programme nucléaire civil, ainsi qu'une garantie de défense militaire par Washington. Bref, l'Arabie saoudite était, elle aussi, absolument prête à balancer les Palestiniens en dessous du bus en échange de gains géopolitiques. En fait, Mohammed Ben Salman était carrément sur Fox News, tout sourire, à dire qu'une entente était sur le point d'être conclue. Pour la Palestine, ça aurait été une catastrophe stratégique, et c'est en grande partie pour saboter ces négociations que le Hamas a choisi de lancer l'opération Déluge d'Al-Aqsa. Ce qui se passe avec l'Arabie saoudite est fascinant. Depuis des décennies, Riyad a été un appui quasi indéfectible de la cause palestinienne. En fait, au royaume, l'enjeu revêt carrément une dimension quasi spirituelle. Lorsque Ben Salman a ouvert des négociations avec l'ennemi juré, soit Israël, il a pris un risque gigantesque qui revient essentiellement à parier son avenir en tant que dirigeant. S'il échoue, il donne raison à tous les traditionalistes et conservateurs de la famille royale qui veulent sa tête depuis le tout début. C'est tout ou rien.
Et c'est pourquoi on voit l'Arabie Saoudite de Ben Salman s'accrocher du bout des ongles à l'espoir que tout ça sera bientôt oublié et que le pari n'est pas complètement perdu. MBS sait trop bien que l'échec de la normalisation signifie sa propre mort politique. Ainsi, il regarde la crise depuis un bunker mental, en espérant empêcher la réalité de contaminer ses plans. Pour certains, le plus grand potentiel d'escalade relève d'une intervention militaire directe par un acteur de la région comme la Syrie, le Hezbollah ou l'Iran. Dans le contexte, il faut reconnaître que ce sont pas mal les seuls à poser une menace crédible. Et encore, la Syrie n'est pas du tout en position de se lancer dans une guerre contre Israël, alors que le pays est toujours rongé par des années de guerre civile. Même chose au Liban. Alors que le Hezbollah reste sur la ligne de côté en agitant l'index, bien trop conscient de la précarité de l'économie libanaise et des conséquences désastreuses d'un affrontement militaire. Ne jamais oublier que le Hezbollah est à moitié organisation armée, à moitié parti politique. Ainsi, le groupe a besoin de l'appui populaire. Il doit considérer les conséquences de ses actions pour le peuple libanais d'abord et avant tout. Le simple fait que le Hezbollah n'ait pas participé à l'attaque initiale contre Israël dit absolument tout ce qu'on a besoin de savoir sur le niveau de coordination entre les deux groupes. Si les deux partageaient vraiment un objectif stratégique commun, alors aucun doute que le Hezbollah aurait profité de l'attaque surprise et de la vulnérabilité d'Israël pour ouvrir un deuxième front. Pourquoi le Hamas a agi seul? Il y a seulement deux possibilités. 1. Le Hamas a déclaré ses intentions au Hezbollah et ce dernier a refusé de participer à l'opération. 2. Le Hamas n'a jamais déclaré ses intentions au Hezbollah et agit en secret, ce qui de plusieurs manières serait encore pire. Puisque ça voudrait dire que le Hezbollah a été pris par surprise autant que tout le monde et qu'on s'attendait tout bonnement à l'impliquer dans une guerre sans même le consulter. Tout indique que c'est le scénario 2, alors que le Hezbollah a mis plusieurs jours à offrir une réponse cohérente aux événements récents. Lorsque le chef du Hezbollah a finalement parlé, il n'a en fait rien dit, évitant de s'engager à quoi que ce soit. Faut dire que le Hezbollah est confronté à un problème majeur. D'un côté, il ne peut pas s'engager militairement dans un conflit qu'il ne contrôle pas et qui pourrait mener à la ruine du Liban. Or d'un autre, il peut certainement pas rester les bras croisés pendant qu'Israël bombarde Gaza. Et c'est ainsi qu'on assiste à une danse diplomatique délicate dans laquelle le Hezbollah tente d'adopter une posture agressive tout en évitant de contribuer directement à une escalade indésirée. D'une manière, s'il paraît trop mou face à Israël, le Hezbollah risque une crise de légitimité face à tous ceux qui s'attendent à une réponse ferme. Voilà ce qui explique l'attitude actuelle du Hezbollah. On balance des missiles du côté d'Israël, on s'en tient à des excursions limitées de forces spéciales et de militants, mais pas d'opération d'envergure et surtout pas d'invasion. On veut éviter de perdre la face en faisant le strict minimum dans un rôle de figurant. Même si le Hezbollah choisissait d'ouvrir un deuxième front, il se retrouverait assez rapidement confronté à une réponse massive et démesurée de la part de la flotte américaine déployée dans la Méditerranée. Déjà, on sait que le secrétaire d'État américain a prévenu en coulisses les chefs arabes de la région que Washington ne plaisante pas avec le déploiement d'un tel arsenal et qu'une escalade en provenance du Hezbollah serait sévèrement punie. Ce qui est fascinant à constater dans cette histoire, c'est que presque tout le monde est au beau milieu d'un bluff. Évidemment, les États-Unis ne veulent rien savoir d'un conflit dans la région, ils veulent seulement faire assez peur pour neutraliser la menace. Comme l'Arabie Saoudite, ils souhaitent un retour au statu quo pour reprendre le mouvement de normalisation. Au fond, ça laisse à peu près juste l'Iran qui pourrait potentiellement voir un intérêt dans une escalade. Alors que l'Arabie Saoudite brille par son absence, que Mohammed Ben Salman ronge ses ongles et se cache dans les rideaux du palais, le régime iranien pourrait certainement voir une fenêtre d'opportunité pour s'imposer en tant que leader du monde musulman sur la question palestinienne. Par ses liens étroits avec le Hezbollah, le Hamas et toute une variété de groupes armés agissant comme proxy, l'Iran projette une puissante influence dans la région et pourrait certainement organiser une escalade du conflit avec Israël. Déjà, l'Iran manifestait sa capacité à frapper des cibles un peu partout à travers le Moyen-Orient, alors que depuis quelques semaines, les proxys iraniens multiplient les attaques par missiles et par drones sur les bases militaires des États-Unis, en Irak et en Syrie. Il serait fort étonnant que l'Iran s'implique directement de près ou de loin, et pour comprendre pourquoi, il faut encore une fois prendre un peu de recul et s'en remettre aux intérêts supérieurs de la nation iranienne. L'Iran ne peut en aucun cas risquer un affrontement militaire direct avec les États-Unis. Le régime iranien a beau être audacieux, il n'est pas pour autant suicidaire. En Occident, on a tendance à voir l'Iran comme un régime de fanatiques religieux qui agit de manière dogmatique, et certes c'est parfois vrai, mais il faudrait surtout pas faire l'erreur de croire que l'Iran est un acteur irrationnel au plan diplomatique ou géopolitique. Tout le contraire.
Si le régime iranien a su rester en place depuis 1979 et qu'il s'est maintenu comme une puissance régionale incontournable, c'est grâce à sa politique étrangère extrêmement habile et calculée. L'Iran veut garder la confrontation à l'extérieur de ses frontières et tout ce qu'elle fait actuellement, c'est tenter de se publiciser face aux autres pays de la région en utilisant la cause palestinienne comme levier. À mon avis, la seule chose qui pourrait pousser l'Iran à monter la pression, ce serait un scénario dans lequel le Hamas est au bord de la désintégration. Aux yeux des Iraniens, le Hamas est un formidable outil de projection de la force. Inutile de faire la guerre à Israël. Le Hamas le fait pour eux. Tout est un calcul. Quel est le coût? Quel est le bénéfice? Ainsi, ils tenteront sans aucun doute de préserver l'existence du Hamas, mais la marge de manœuvre est extrêmement limitée, notamment dû au déploiement d'un groupe de porte-avions américains au large des côtes iraniennes. Mais encore plus, l'Iran est au beau milieu d'un rapprochement avec l'Arabie saoudite, d'une négociation avec les États-Unis et aux prises avec ses propres problèmes internes. Tout ce que peut faire l'Iran, c'est coordonner les groupes déjà opposés à Israël, en Syrie par exemple, sans jamais agir directement. Les réponses armées risquent de viser des intérêts américains en Irak, en Syrie, et de s'intensifier graduellement, mais sans jamais franchir le seuil de la provocation. En fait, quand on prend un peu de recul, on constate que presque tout le monde est restreint par une camisole de force d'une sorte ou d'une autre. Certes, un accident peut survenir, mais il semble que tous ont intérêt à regarder ailleurs. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à ce que j'estime personnellement comme étant le plus grand risque d'escalade imprévue dans le conflit actuel, un risque largement sous-estimé. Il est question, bien sûr, de la révolution. Parce que s'il est vrai que les gouvernements des pays de la région font typiquement preuve d'hypocrisie et de stratégisme prudent lorsqu'il est question de la cause palestinienne, les peuples de la région, eux, sont résolument en faveur d'un appui clair pour la Palestine et d'une position sans équivoque face à Israël. Et ça, c'est crucial de le comprendre. Les gouvernements de tous ces pays sont en total antagonisme avec la volonté populaire sur cette question. Cet écart majeur entre la volonté du peuple et les actions posées par les dirigeants pourrait exacerber un sentiment de frustration vis-à-vis le pouvoir et mettre le feu aux poudres. Considérant les conditions économiques de plus en plus difficiles et la légitimité douteuse de certains régimes, on pourrait tout à fait assister au début de quelque chose de beaucoup plus grave qu'une simple contestation, c'est-à-dire un nouveau printemps arabe. Je sais que ça sonne dramatique et la cause palestinienne est insuffisante à elle seule pour déclencher une révolution, mais elle est très certainement suffisante pour être la goutte qui fait déborder le vase dans des pays où il est déjà à ras-bord. Je pense à l'Égypte, à la Jordanie, au Bahreïn, au Liban, à l'Arabie saoudite. En fait, tous les gouvernements arabes ou musulmans qui choisissent de privilégier la normalisation avec Israël à la défense de la cause palestinienne s'exposent à une remise en question de leur légitimité. Plus l'invasion terrestre de Gaza sera douloureuse, plus l'attitude laxiste de ces gouvernements sera difficile à justifier. Faisons très attention, le plus grand danger vient de l'intérieur. En conclusion, on peut déjà affirmer avec confiance que la dynamique entre Israël et la Palestine ne sera plus jamais la même, alors que la trajectoire nationale de l'un comme de l'autre a été modifiée de manière incorrigible. La cohabitation, déjà difficile, le sera encore plus. Les conditions de vie à Gaza, relevant déjà de la catastrophe humanitaire, vont continuer à empirer. Il faudra des années pour reconstruire. Et voilà donc notre lecture des implications stratégiques du conflit actuel. Évidemment, c'est une analyse que je suis certain de ne pas partager par plusieurs d'entre vous, donc si c'est le cas, je vous invite à ajouter de la nuance dans les commentaires. C'est toujours un bonheur de vous lire et j'adore enrichir ma perspective avec la vôtre. Si vous voulez encore plus de contenu de 7 jours sur Terre, vous pouvez devenir membre exclusif pour seulement $1 ou €1 par semaine. En échange, vous obtenez l'accès à une émission de plus d'1 heure où on revient ensemble sur l'actualité de la semaine avec un format sans script et décontracté. Suffit de cliquer sur le bouton désigné ou de vous rendre au 7jourssurterre.com/abonnement. Enfin, n'oubliez pas de jeter un coup d'œil au prix réduit d'Emma Matelas pour les soldes du Black Friday. C'est le moment d'investir dans votre sommeil. Cliquez sur le lien dans la description et utilisez le code TERRE pour profiter d'une réduction supplémentaire. Chers amis, c'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À très bientôt.